Bonjour, bienvenue sur le plateau de Faut qu'on parle, une thématique qui nous concerne tous pour notre débat d'aujourd'hui, l'accessibilité des lieux publics et privés. Une personne sur 3 au cours de sa vie fera l'expérience de la mobilité réduite. Alors pour beaucoup, heureusement, l'expérience sera de courte durée, mais pour certains, par contre, il faudra apprendre à vivre avec. Et trop souvent, vivre avec un problème de mobilité, eh bien, c'est synonyme de lieu interdit d'accès. Alors, comment faire sauter ces digues? Comment assurer à chacun l'accès au travail, à l'école, aux loisirs? Eh bien, c'est ce dont nous allons parler avec nos invités. J'accueille ainsi Christine Calapristi. Alors, vous représentez l'association Altéo, destinée plus particulièrement à soutenir les personnes avec un handicap. Vous faites beaucoup de choses, je pense, de la danse, du sport. Vous êtes vous-même en chaise roulante. Et vous avez aussi réalisé, par exemple, le pèlerinage de Compostelle, tout de même, 2500 km, c'est pas rien. Et puis aussi le début d'un pèlerinage vers Jérusalem, je pense. Oui. Madame de Thine, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes la responsable du service de répit Souffle un peu, et vous accueillez donc des personnes polyhandicapées pour des activités qui vous confrontent bien souvent à la question de la mobilité. On en reparlera largement avec vous. J'ai également le plaisir de recevoir Marie-Ange Van de Kandelaar. Bonjour. Bonjour. Vous travaillez au Centre interfédéral pour l'égalité des chances, en plus particulièrement au service des personnes handicapées de la Convention ONU. On parlera de cette Convention ONU tout à l'heure. Bienvenue. Et puis également Frédéric Liégeois. Alors vous êtes le président de Almagique, une association qui s'est donnée pour objectif de faciliter l'accès des personnes avec un handicap à toute une série de lieux et d'activités, comme par exemple des festivals de musique. Vous avez aussi rendu accessible la Gay Pride récemment. Et puis là, vous avez décidé carrément de prendre d'assaut un château de la région en le rendant complètement accessible. Qu'est-ce que vous avez voulu prouver par là ? Prouver pas grand-chose, en fait. C'est simplement qu'il y a quelques années, dans des discussions, des gens m'ont expliqué qu'ils ne pouvaient pas accéder à certains lieux, et notamment des châteaux, ce qui me semblait invraisemblable. Et on s'est dit, on le fera un jour, et ce jour est venu. Eh bien, on va découvrir ça tout de suite. On va se rendre à Lavaux-Sainte-Anne, c'est notre première séquence. Comment équiper un château ? Branle-bas de combat au château de Lavaux-Sainte-Anne, mardi matin. L'ASBL Almagique débarque avec son matériel pour rendre le château et ses alentours accessibles aux personnes à mobilité réduite l'espace d'un week-end. C'est une première en Belgique et peut-être ailleurs apparemment. L'objectif, c'est vraiment que chaque château devienne un jour accessible 4 jours par an. Juste 4 jours par an, ce qui permettrait de compenser les lacunes qu'entraîne le classement du patrimoine. Lacunes, pas pour le bâtiment bien entendu, il faut un classement. On ne lutte pas contre le classement du patrimoine, il faut vraiment le souligner. C'est simplement que comme il y a le classement, il y a des choses qui ne pourront jamais être véritablement accessibles. Eh bien, l'alternative, donc la compensation en quelque sorte, ce serait cette accessibilité momentanée une fois par an. Lavaux-Sainte-Anne joue donc le rôle de château pionnier. C'est un château qui en plus correspond vraiment à ce qu'on recherchait. C'est à la fois très difficile d'apparence et techniquement finalement réalisable sans avoir encore des achats en plus à faire. Parce qu'il y a des châteaux, il faudra une grue, il faudra des systèmes complètement fous, mais on le fera un jour. Rendre un lieu accessible, ce n'est pas si compliqué. Le matériel déployé est finalement assez léger. Donc on a mis des plaques de roulage sur les pavés, on a mis des tapis de caoutchouc là où il y a des graviers pour pas que les petites roues avant se calent tout simplement. On a mis des petites rampes pour des zones où il y a eu juste une petite marche de trottoir ou des choses équivalentes. Et puis surtout des choses comme celle-là, on a construit toute une structure qui permet d'accéder au premier étage. Au deuxième étage, là, on va prendre un monte-escalier électrique. Donc c'est un système qui est sur de chenilles en fait, qui vont grimper les escaliers. C'est vraiment prévu pour ça, donc il ne faut pas avoir peur. Pour la directrice du château, la proposition d'Almagique avait une résonance particulière. C'est complètement une histoire personnelle, c'est-à-dire que mon grand-père était paraplégique et j'ai ce souvenir qu'à chaque fois qu'on visitait des musées, tout un tas de choses, mon grand-père restait sur le parking dans la voiture et ma grand-mère et moi allions visiter le musée et il n'avait jamais accès à tout un tas d'endroits. Cette première opération est clairement un test et il est déjà question de la répéter. Peut-être pas tous les ans, peut-être tous les 2 ans, qu'il y ait aussi d'autres sites qu'on puisse servir d'exemple, entre guillemets. On a fait ça en premier et comme ça,
que tout le monde soit bien rassuré, qu'on n'abîme pas les lieux, que tout se passe bien, que ça attire du monde. D'ici peu, Almagic équipera d'autres lieux touristiques avec pour ambition de développer un agenda complet de lieux accessibles un week-end par an en 2017. Prendre d'assaut un château fort en chaise roulante, c'est désormais possible. Madame Van de Candelare, pourquoi c'est important de rendre ce genre de lieu accessible à tous ? C'est très important parce que c'est l'accès à la culture, au patrimoine et donc à notre histoire. Et en faisant ce genre d'initiative, au fait, on permet aux personnes en situation de handicap de se sentir comme un citoyen normal à qui on ouvre le patrimoine, la culture, on prévoit des aménagements et on reconnaît en quelque sorte ses droits, le droit à l'accessibilité. L'accessibilité, c'est en fait un prérequis pour accéder à plein d'autres droits, comme le travail, l'emploi. C'est la base, c'est fondamental de pouvoir assurer l'accessibilité d'abord avant de pouvoir déployer d'autres choses. Tout à fait. Et ici, quelque part, il y a un peu un objectif de sensibilisation qui peut avoir un effet un peu modèle, quelque part. Oui, parce que là, c'est un week-end par an, mais on voit qu'il y a un public qui est là, qui est présent, qui répond présent et qui veut visiter des châteaux. Et donc, je pense que ce sera vraiment une grande sensibilisation, d'abord pour les gestionnaires du château de Lavaux-Sainte-Anne, mais ensuite pour d'autres gestionnaires de bâtiments historiques, en disant, ben voilà, il y a un public, on va faire des efforts. Et en faisant des efforts pour les personnes en situation de handicap, au fait, on améliore l'accessibilité pour tout le monde. Pour tous, parce qu'effectivement, il y a aussi des personnes âgées, des mamans avec des poussettes, quelque part, on est un peu tous concernés par ces questions. Oui, tout à fait. Au fait, les personnes en situation de handicap sont un peu le révélateur des besoins de toute la population, des femmes enceintes, des parents avec des landaux, les personnes plus âgées. Donc je pense que c'est vraiment important d'y penser. C'est une première étape qui, à long terme, va peut-être pouvoir permettre de changer les choses, d'avoir une vision pour améliorer l'accessibilité du patrimoine bâti. Madame Detine, vous organisez parfois des groupes, vous faites des activités avec des enfants ou des adultes polyhandicapés. Vous étiez déjà confronté à des situations comme ça où tout d'un coup, vous ne pouviez pas aller plus loin, vous étiez obligé de faire marche arrière quelque part? On est toujours confronté justement au manque d'accessibilité, mais on est des personnes assez innovantes et on s'adapte dans la situation dans laquelle on est. Par exemple, c'est ce que j'expliquais à Frédéric. Nous avons déjà visité le château de Lavaux-Sainte-Anne avec des chaises roulantes. Et bien, ce qu'on nous faisait, c'était « Dites, monsieur, vous voulez bien nous aider à porter la voiturette? Madame, vous voulez bien nous aider à descendre ?» Parce que, justement, nous, on veut éviter, justement, ces barrières. Il y a aussi l'accessibilité au niveau des infrastructures, mais il y a aussi l'inaccessibilité par rapport au regard des gens. Parce que parfois, la personne handicapée gêne. Ça commence par le regard. Le regard, tout à fait. Le regard, les réflexions. Par exemple, quand on va à un concert organisé justement au profit d'une association pour personnes handicapées, si justement on a un bénéficiaire qui chante en même temps que le chanteur, eh bien, ça dérange, on nous demande de les sortir. Et là, moi, je ne suis pas d'accord. Madame Calapristi, vous travaillez dans une association qui soutient, qui vient en aide aux personnes handicapées. Ce sont des demandes que vous avez souvent, ces questions liées à l'accessibilité, ce sont des problèmes que vous rencontrez souvent? Oui, on rencontre ce problème tous les jours. Une personne se retrouve en chaise du jour au lendemain sans l'avoir prévu. Donc, sortir dans la rue avec une chaise roulante, c'est vraiment confronter la vie différemment. Parce qu'il y a l'accès des trottoirs, des magasins, des portes. Tout n'est pas systématiquement accessible. Donc, les gens doivent s'adapter à se déplacer en chaise. Donc, c'est apprendre une nouvelle vie pour eux. Et par contre, il y a des endroits où ils ne peuvent plus aller aussi, donc ils doivent pouvoir aussi faire l'impasse parfois sur certains lieux. Oui, certaines personnes n'osent pas demander de l'aide, donc systématiquement, n'y vont pas. Quand on a un caractère battant, donc on a la force, justement, comme le disait, on demande aux gens qui passent par là, vous ne pouvez pas nous aider à monter, à franchir une marche, deux marches, ou les escaliers en portant la chaise. Avec une chaise manuelle, c'est faisable, avec une chaise électrique, non. Il n'y a pas toujours non plus quelqu'un pour aider, donc il faut non, il n'y a pas toujours quelqu'un pour aider, donc quand on arrive sur place, il faut espérer trouver quelqu'un et qui veuille bien nous aider, parce qu'il y a aussi des refus. Frédéric Légeois, c'était ça un peu l'enjeu, c'était de faire en sorte que les personnes n'aient plus à se poser la question. Voilà, c'est accessible, on peut venir, on n'a pas besoin de compter sur une aide quelconque, on peut venir et c'est accessible. Voilà, l'idée c'est vraiment de pouvoir répondre à tous ces besoins de PMR, donc personnes à mobilité réduite pour l'instant. C'est-à-dire de pouvoir se dire que la personne est vraiment rassurée. Elle sait que quand on vient, tout est accessible. Il n'y a pas un endroit, enfin, s'il y aura peut-être 10% d'un lieu qui ne sera pas accessible malgré tout, mais que le lieu soit vraiment accessible, que si leur matériel ne correspond pas, dans certains cas, on leur prête du matériel. Donc une personne qui serait avec des béquilles pourrait avoir une chaise roulante, quelqu'un qui avec une chaise roulante qui est fatigué la journée aurait le droit à une chaise électrique, quelqu'un qui veut aller en dehors des sentiers battus, entre guillemets, c'est-à-dire des plaques de roulage et des tapis qu'on aurait installés, on leur prêtera un scooter électrique, ça permettra vraiment de dire voilà,
tout est accessible, je peux vraiment aller partout. Et donc que ces gens n'aient plus aucune barrière en venant là où on va. Alors, dans le reportage, je disais, finalement, c'est assez simple de rendre un lieu accessible. Vous tiquiez sur le plateau de dire, non, c'est pas si simple que ça. En fait, est-ce qu'il faut mobiliser beaucoup de moyens pour rendre un lieu comme celui-là accessible, ou bien finalement, ça se fait assez facilement, quoi? Alors, à l'échelle de notre association, c'est beaucoup de moyens. À l'échelle d'un gouvernement, si ça se faisait de manière un peu plus large, ce ne serait pas beaucoup de moyens, ce ne serait pas très lourd par rapport à ce qui était dit. Donc là, sur ce château, il doit y avoir à peu près 8 tonnes de matériel, tout de même, mais c'est petite pièce par petite pièce. Et donc, non, ce n'est pas très compliqué, c'est simplement avoir un certain esprit, connaître vraiment le handicap et pouvoir répondre à certaines choses en disant, ben voilà, il faut adapter. Et je pense que quand on démarre une activité comme la nôtre, avec très peu de moyens, au tout début, qu'est-ce qu'on fait? On s'adapte, on prend du matériel, on l'adapte nous-mêmes, on fait des petites corrections. Et donc, une fois qu'on a cet esprit-là, ce n'est pas si compliqué. Mais pour certains, ça paraît compliqué, mais ce n'est pas si compliqué en effet. D'accord. Marie-Ange Van de Candela, revenons un petit peu sur l'enjeu de l'accessibilité. On disait effectivement, une personne sur 3 va connaître des problèmes de mobilité d'une manière ou d'une autre dans sa vie. Où se situent aujourd'hui véritablement les enjeux en termes d'accessibilité? Pour remettre un peu dans le contexte, en fait, la Belgique a ratifié en 2009 la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées. Et l'accessibilité est vraiment un principe fondateur. Et les Nations Unies ont clairement demandé à la Belgique de mettre en accessibilité l'ensemble du cadre bâti, donc c'est-à-dire les voiries, les bâtiments et les transports publics. Les bâtiments publics et privés, ou bien on se contente de travailler sur les bâtiments publics? Les bâtiments publics et ouverts au public. Donc c'est des bâtiments privés, comme un cinéma, un château, etc. Il y a vraiment une demande à ce que la Belgique prenne des mesures pour améliorer la situation à long terme, qu'elle ait une vision sur le long terme pour améliorer la situation. On était en retard? Oui, on est en retard, oui. Puisqu'en fait, la Belgique a ratifié en 2009, on est en 2015, et on ne voit pas encore de plan d'action concret de mise en accessibilité. Et la Convention ONU ne demande pas à la Belgique de tout adapter du jour au lendemain, de rendre tous les bâtiments accessibles du jour au lendemain, en fait. Elle demande dès à présent d'avoir une vision et de prendre des actions, de prévoir les budgets, les ressources nécessaires voilà, ça pour coûte la de mise en l'argent, tout ça. C'est énormément de moyens à mobiliser. Alors, où devrait-on mettre les priorités? Quelque part, est-ce que le fait de rendre accessibles des châteaux, des lieux touristiques, etc., est-ce que c'est pas un petit peu en seconde ligne? Est-ce que c'est pas un peu superflu? Est-ce qu'il ne faudrait pas d'abord mettre l'accent sur des choses beaucoup plus fondamentales? Je pense à l'école, par exemple. L'école, c'est vrai que c'est une priorité, puisque c'est un peu la base de tout, puisque les enfants qui sont en situation de handicap aujourd'hui, en raison de l'inaccessibilité des écoles, il y a seulement une école sur 10 en Fédération Wallonie-Bruxelles qui est accessible pour l'instant. Généralement, ils sont renvoyés vers l'enseignement spécialisé. Et donc, c'est toute une chaîne de discrimination qui se met en place, qui fait que l'enfant ne va pas à l'école ordinaire, puis il aura des difficultés pour suivre un enseignement supérieur, puis trouver un emploi. Et donc, les personnes en situation de handicap se retrouvent exclues de la société plutôt qu'être incluses. Donc c'est vrai que l'école, c'est un des enjeux majeurs. Au Centre pour l'égalité des chances, vous avez beaucoup de demandes, beaucoup de plaintes qui sont déposées par des citoyens par rapport à ces questions-là? Oui, tout à fait. Au fait, le critère du handicap est le deuxième critère qui est traité au centre. Donc on a beaucoup de signalements qui sont souvent en lien avec l'accessibilité, avec l'enseignement, tout ce qui est accès aux biens et services et aussi accès à l'emploi. Madame de Thine, pour vous, c'est quoi les priorités? Avec les personnes dont vous vous occupez, quand vous constatez ce qui se passe sur le terrain, vous diriez où faudrait-il mettre la priorité selon vous? Disons que nous, on travaille principalement avec des personnes polyhandicapées. Et c'est vrai que je rebondis sur ce qu'elle vient de dire. L'accès à la scolarité est vraiment un gros problème parce que à partir du moment où un enfant est handicapé, il y a aussi la volonté du corps des enseignants à vouloir mettre des choses en place ou pas. C'est vrai qu'on pourrait adapter les bâtiments, mais il y a aussi l'adaptation au niveau des programmes scolaires qui n'est peut-être pas parfois adapté. Par exemple, quand on a un jeune, pour expliquer simplement, qui comprend tout, mais qui a des problèmes au niveau de son corps, il ne sait pas écrire, il a besoin d'un ordinateur. Pour pouvoir utiliser l'ordinateur, il a peut-être parfois besoin d'une aide. L'enseignant doit adapter son cours pour que justement cette aide puisse être transposée sur cet ordinateur. C'est parfois là que le bas blesse. Les mentalités ne sont pas encore non. assez... Les mentalités commencent à évoluer, mais ce n'est pas encore parfait parce que les gens ne se rendent pas compte. C'est un cas peut-être sur 100. Et donc pourquoi essayer de développer des choses pour un cas sur 100? Voilà, la question c'est ça, un cas sur 100. Est-ce que ça vaut la peine de le faire? Madame Calapristi, quand vous entendez ça, qu'est-ce que vous avez envie de répondre?
Ok, beaucoup de choses à changer. Bien sûr, c'est la volonté des enseignants, comme elle vient de le dire, et de tous les professeurs et directeurs. Parce qu'il ne suffit pas qu'il y ait un seul enseignant qui soit d'accord, il faut qu'il y ait tout le suivi jusqu'en fin de scolarité. Parce que si un enseignant commence et que les autres ne suivent pas, l'enfant ne sait pas aboutir à une scolarité normale. Comme elle le disait, au niveau, donc, avoir un ordinateur, transposer donc, les cours, donc il faut avoir une aide. C'est aussi avoir des subsides pour pouvoir avoir cette aide, parce qu'une aide, même à mi-temps, coûte énormément. Donc heureusement qu'il y a une association qui aide financièrement, mais pas complètement. En matière de santé, il y a une règle absolument atroce qui dit que, qui est celle du coût-bénéfice. On fait quelque chose quand le bénéfice qu'on en retire est suffisamment important. Est-ce que la question ne se pose pas de la même manière, quelque part, en matière de handicap? Est-ce qu'il faut faire les efforts, les investissements pour rendre les lieux accessibles quand on sait que ça ne concerne que telle ou telle catégorie de population? La question se pose en permanence. Je dirais que surtout dans une période de moyens limités. Madame Jettine. Je pense qu'il faut se poser la question de savoir, est-ce qu'on trouve qu'une personne handicapée est une personne? Parce que pour moi, à partir du moment qu'on soit polyhandicapé, qu'on soit sans handicap, qu'on ait des cultures différentes, on est toutes des personnes humaines. Et à partir du moment où on a des personnes humaines, on a droit à tout. Donc pourquoi? C'est un peu de la discrimination. Pourquoi? Parce qu'on est différent, on nous met des barrières. C'est ça, c'est là est la question. Frédéric Léjoie, est-ce que ça vous Ben oui, mais on parle souvent du coût, mais je pense que le problème aussi, c'est la manière dont on gère les choses. Donc notre objectif, en créant l'ASBL avec deux amis, c'était de rassembler un matériel au départ. Et donc on a commencé en fait en rassemblant l'ensemble des vélos pour les personnes à mobilité réduite. On est aujourd'hui les seuls à réunir l'ensemble. Qu'est-ce que ça amène? C'est que les associations peuvent louer au prix très raisonnable, donc c'est le prix d'un vélo traditionnel, ces vélos pour qu'ils ne doivent pas investir spécialement là-dedans. Quand on veut faire 3 fois du vélo par an avec un groupe, ça coûterait très cher d'investir dans des vélos particuliers qui coûtent très cher, de le transporter, de l'entretenir, de l'entreposer. Tandis que justement avec ce système-là, on fait entre guillemets une logistique commune. Et ce que nous faisons justement pour les festivals, pour les sites historiques, c'est justement dire, voilà, si on centralise dans un package tout ce dont vous avez besoin, vous savez combien ça coûte, ça ne vous coûte pas autant puisque l'objectif c'est de travailler avec du privé qui nous donne du matériel, etc. Et donc on rassemble un matériel commun, ce qui fait que le coût est réparti sur un plus grand nombre. Et je pense qu'en matière de sport, de divertissement culturel, etc., il peut y avoir un retour, entre guillemets, sur l'investissement de l'État. Donc ce qu'on veut faire justement pour les... demander, est-ce que l'État est-ce que les pouvoirs publics jouent leur rôle par rapport à ça aujourd'hui? Alors pour l'instant, pour nous, pas du tout, puisqu'on n'est pas du tout subventionné. Pourquoi? C'est aussi des questions administratives, on n'a pas eu le temps parfois, etc. Donc on avance à ce niveau-là et donc ça devrait pouvoir se faire. Mais de manière générale, l'administration, souvent, si je puis dire, va s'orienter dans une direction bien précise. Ça va être un coût à un endroit et qui, pour moi, est parfois, dans certains cas, un gaspillage. Donc tout le monde ne sera peut-être pas d'accord, mais dans certains cas, c'est un gaspillage. Je vais prendre le cas des joëlettes. Aujourd'hui, tout le monde a voulu avoir sa joëlette. Il y a des tas de joëlettes en Belgique. Il faut qu'on arrête de subventionner des joëlettes. Il faut qu'on se les prête. Il y en a suffisamment qui traînent dans des hangars. On travaille avec 2 associations et on fait des échanges déjà, mais il y en a plein. Madame Caleprici, d'accord avec ça? Il y a trop de joëlettes, on ne prête pas assez de matériel. Vous êtes au cœur aussi de ce genre de choses puisque vous travaillez avec des organisations, des associations qui ont du matériel. Oui, il y en a beaucoup, effectivement. C'est du matériel qui, dans certaines associations, le loue ou le prête, mais ce n'est pas toujours le cas. Quand on se retrouve justement à avoir des groupes de plus en plus grands, où les personnes sont de plus en plus intéressées à vouloir se promener en forêt ou en montagne, il y a jamais, on dit il n'y a pas assez de géolettes. Le problème, c'est même le manque de personnes pour diriger la géolette. C'est bien d'avoir les géolettes, voilà. Il faut expliquer, une géolette, en fait, est un outil qui permet de pouvoir transporter une personne qui ne peut pas se déplacer elle-même dans des lieux un peu compliqués. Ça peut être en montagne, sur des chemins de terre, etc. Et c'est porté par 2 personnes avec une roue en dessous. Donc c'est assez pratique, c'est très facile, c'est assez impressionnant parfois de voir à quelle vitesse on peut se déplacer. Mais bon, voilà, c'était pour expliquer un petit peu de quoi il s'agissait. Mais donc vous disiez effectivement... Il y en a beaucoup trop. Donc il pourrait investir justement, commencer à lancer d'autres matériaux qui sont vraiment aussi demandeurs, comme dans les clubs de sport. Quand on va avoir du matériel, ne fût-ce que des chaises roulantes,
toujours la galère. On doit vraiment courir à droite à gauche pour en avoir, parce que des gens ont leur chaise roulante parce qu'ils vivent dedans, mais les personnes qui sont hémiplégiques, c'est difficile de leur demander, par exemple, de faire du sport ou de la danse. Donc, on doit prévoir nous-mêmes le matériel. Et là, c'est vrai que pour avoir du matériel, c'est pas évident. Pas toujours facile. Non. Marie-Antoine de Candelard, ça ne pose pas la question, au-delà du matériel, je dirais à peu près sur l'ensemble des équipements nécessaires, ça ne pose pas la question aussi d'un manque d'un cadastre aujourd'hui, ne serait-ce qu'au niveau de la région wallonne, de la communauté française? Oui, tout à fait. Au fait, pour pouvoir avoir une vision qui soit cohérente, ne pas gaspiller les moyens, etc., c'est important de faire un état des lieux de la situation, que ce soit sur le matériel qui est disponible pour les personnes en situation de handicap, comme les joëlettes, etc., mais aussi concernant l'accessibilité des bâtiments publics, l'accessibilité des voiries, c'est-à-dire il faut savoir déterminer un point zéro. C'est-à-dire aujourd'hui, à l'heure actuelle, on en est là, et dans 10 ans, 20 ans, on veut en être là, à 100% accessible, suffisamment de moyens, etc. Et donc, on fait un cadastre, et après, on envisage des actions au fur et à mesure, avec des échéances, des objectifs. Donc c'est très important en fait d'avoir un cadastre, et c'est ce qui manque en Belgique pour l'instant. Alors justement, des lieux parfaitement équipés, c'est parfois difficile à trouver. Nous, on en a déniché un à Conneux, près de Ciney. C'est un gîte qui peut accueillir des personnes à mobilité réduite, car tout est conçu en tenant compte de leurs préoccupations. Il a d'ailleurs reçu, il y a peu, un award, une récompense de l'AWIP, donc de l'Organisation Wallonne d'intégration des personnes handicapées. Regardez notre reportage sur place. À première vue, c'est une maison comme une autre, nichée dans la campagne condrusienne. À première vue seulement, car à y regarder de plus près, ce gîte rural est surtout un havre de tranquillité pour les personnes à mobilité réduite. Lorsqu'on pénètre ici, pas besoin de se poser de questions. C'est vraiment organisé pour des personnes handicapées, même des personnes qui marchent avec un déambulateur. Ça doit être plus facile, mais pour moi, il n'y a pas de seuil, tout est à ma hauteur. La salle de bain est très très bien équipée. Je dois dire que tout est équipé. C'est très facile, même pour sortir, et c'est un endroit extrêmement agréable. Le gîte de Chocnay a même bénéficié d'un award décerné par l'Agence Wallonne pour l'intégration des personnes handicapées. Des lieux comme ceux-ci, il en existe quelques-uns. Et la tendance est à la hausse ces dernières années. Il y en a de plus en plus, certes, mais il faut, quoi qu'il arrive, aller voir. Ça, c'est pas toujours, même si parfois on dit que c'est adapté, ça ne l'est pas forcément toujours. Il y aurait donc un arbre qui cache la forêt. Accessibilité, oui, mais à la mode, on disait que j'étais accessible. C'est très très compliqué de trouver des sorties qui conviennent. Soit il y a des marches, on ne sait pas entrer, soit les portes ne sont pas assez larges, soit ils ne savent pas aller aux toilettes comme ils le veulent parce que les toilettes ne sont pas assez larges, les toilettes sont trop basses, il n'y a pas de barre d'appui. Voilà, le gîte, il n'y a aucun problème. Alors on a été sur Dinan, on n'a trouvé aucun restaurant à Dinan qui était ouvert le mercredi comme on voulait et adapté, sans marche, avec des toilettes pour personnes à mobilité réduite. On n'en a pas trouvé. Alors, il reste du travail. Il existe des règles urbanistiques qui prévoient qu'un lieu ouvert au public soit accessible, mais il y a des limites. C'est donc souvent sur une base volontaire que des travaux sont entrepris. La Fédération des gîtes de Wallonie, par exemple, aide financièrement ses membres à obtenir un certificat d'accessibilité, parce qu'ils mettent un point d'honneur à accueillir tout le monde. Pour les personnes handicapées, c'est un enjeu vital. J'ai un certain âge et j'ai la belle vie derrière moi, avec tous mes bons souvenirs, mais pour des plus jeunes, ça doit être très frustrant, de toutes ces choses qui ne sont pas adaptées pour les handicapés. À Chocnay, des enfants d'une école accompagnaient cette semaine les personnes âgées en villégiature. L'apprentissage de gestes simples, une solidarité naturelle, un regard complice. Ce sont les premiers ingrédients d'une intégration harmonieuse. Madame de Thine, on disait que c'était accessible. Vous avez déjà été confrontée à ce genre de situation où vous pensiez que il n'y aurait aucun souci et puis voilà, on ne s'est tout simplement pas rentré quelque part? Oui, en fait, à la base, Souffle un peu, on n'avait pas de bâtiment fixe, donc on louait des gîtes dans la région de Ciney-Dinan. Et donc, on avait trouvé un gîte adapté à Bois-de-Villers. Et les autres gîtes qu'on louait, c'était des gîtes où il y avait une chambre au rez-de-chaussée, le reste, c'était des chambres à l'étage. Et donc, on portait les enfants à l'étage parce qu'il n'y avait pas d'ascenseur ou ce genre de choses. Donc, c'est vrai que quand je vois ce gîte, je me dis, effectivement, les choses commencent à changer puisque
Souffle un peu a été créé en 2005 et donc en 2011 on a atterri à Dinan, mais en 2005 et 2011 c'était la croix et la bannière pour trouver des gîtes adaptés. Donc c'est vrai que c'est très très chouette. Oui, mais en fait le problème du handicap c'est qu'il est très varié. Et donc comme j'ai expliqué, nous avons des personnes polyhandicapées, donc parfois on a des bénéficiaires qu'on doit changer coucher. Et donc le site est adapté pour la personne handicapée, mais quand on arrive avec un jeune qu'on doit coucher pour changer, eh bien on se retrouve avec une table pour changer un bébé. Et donc là, effectivement, on se rend compte que ce n'est pas adapté, donc on s'adapte. On ne pense pas à tout, en fait. On ne pense pas à tout, non. On ne pense pas à tout. Et donc on s'adapte et alors on trouve des solutions, on change le bénéficiaire dans la camionnette, ou on demande s'il n'y a pas une remise et on nous met une table. Donc il y a des gens aussi qui se rendent compte de nos difficultés et qui mettent tout en œuvre pour que notre journée se passe le mieux possible. Christine Calapristi, il n'y en a pas assez des lieux comme ça aujourd'hui ? Ah non, pas du tout. Mais les gens ne sont pas confrontés au handicap. Donc le jour où ils rencontrent quelqu'un avec la difficulté, ils se rendent compte de ce qui doit être aménagé. Je suis passée lors de mon chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, je suis passée dans un des refuges qui était en discussion pour parler entre eux dans le couple, est-ce qu'ils allaient aménager. Et le fait que je suis passée en chaise roulante, je me suis rendu compte de l'importance et ils m'ont dit voilà, maintenant on a confirmation, on sait ce qu'on doit faire. Et ils m'ont demandé dans les conseils ce qui devait être aménagé parce que se dire on aménage, mais sans conseil, c'est très difficile. C'est intéressant ce que vous dites, ça veut dire que bien souvent c'est parce qu'on est confronté à la situation tout d'un coup qu'on se rend compte que ah bah oui tiens tout compte fait il y a quelque chose qui manque là ou il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait adapté et qu'on peut donc améliorer la situation. Il y a un peu un côté pédagogique quelque part au passage d'une personne avec un handicap dans un lieu. Oui, exactement. Les aménagements raisonnables, on en parle souvent, donc ces petits aménagements, ces petits travaux qu'il faut faire pour rendre un lieu accessible, est-ce que ça suffit ? Est-ce qu'il ne faut pas aller plus loin que simplement des aménagements raisonnables ? Au fait, l'aménagement raisonnable est une obligation légale. Donc, lorsqu'un propriétaire de gîte, par exemple, ou un gestionnaire de bâtiment refuse un aménagement raisonnable pour une personne en situation de handicap, c'est de la discrimination au sens de la législation antidiscrimination. Maintenant, les aménagements raisonnables, comme vous dites, ils peuvent prendre différentes formes. Des formes matérielles, comme des petits travaux, faire un plan incliné à l'entrée d'une attraction touristique, mais ça peut être d'autres choses. Ça peut être une mesure organisationnelle. Donc, par exemple, prévoir une plage horaire pour la visite de certains groupes qui auraient besoin de plus de calme, etc. Donc, ça peut prendre différentes formes. Donc, c'est une obligation. Maintenant, l'aménagement raisonnable, ça ne va pas résoudre tout parce que, au sens de la loi, l'aménagement doit être raisonnable. Et donc, on est vite dans l'irraisonnable quand on parle d'accessibilité, parce qu'adapter un lieu au public, parfois, ça coûte très cher. Et donc, les coûts sont trop importants pour que la législation antidiscrimination s'applique. Donc, il faut quelque chose en plus, il faut cette vision accessibilité dont je parle beaucoup. Il faut une incitation des pouvoirs publics, peut-être que ce soit sous forme de subsides ou d'autres mesures incitatives, pour améliorer la situation. Il n'y en a pas aujourd'hui, ou pas assez actuellement, des subsides pour faire ce qu'on appelle des aménagements raisonnables. Est-ce que d'ailleurs c'est une bonne appellation, ça, aménagement raisonnable, Frédéric Légeois ? Oui, je pense que dans un premier temps, c'est une bonne chose. Donc, de manière générale, si on incite les gens à être sensibilisés, si on permet à des gens du coup de sortir, du coup on verra plus de personnes à mobilité réduite, du coup on pourra dire, voilà, finalement, vous voyez, ça peut être, comme je disais, rentable, donc du coup faites des investissements plus lourds parce que vous allez finalement avoir plus facile. Et puis, jouer sur le fait, tout à l'heure on en a parlé des personnes avec une poussette, mais aussi des fournisseurs. Un jour, un ami qui construisait un bâtiment industriel avec d'autres me posait la question par rapport à un lift, etc. Je dis, mais mets un plan incliné, tu as de l'espace, et tes fournisseurs sont ravis, ils sont avec leur diable, ils n'ont pas envie de faire un tour avec un ascenseur, etc. S'ils peuvent venir donner les palettes de papier qui doivent venir chaque semaine, les boissons, etc. Donc, ces aménagements, il faut les voir sous un autre angle. Ce n'est pas que pour les personnes à mobilité réduite, c'est plus facile. Ici, durant l'installation, on avait à peine posé de nouveau les rampes, qu'il y a un couple qui venait, au lieu de prendre l'escalier, ils ont pris les rampes. Lorsqu'on a installé au BSF à Bruxelles, donc un festival à Bruxelles, devant le Palais Royal, nos plaques, je vous jure, il y a eu des personnes, cinquantaine d'années, aucun problème apparent. Ils étaient là pour flâner vraisemblablement. On a installé les plaques. Ils étaient sur les plaques, en train d'attendre qu'on mette les plaques suivantes. D'accord, donc c'est pour tout le monde en fait, c'est ça que Et vous donc, dites. dès qu'il y a un petit pavé inconfortable, les gens vont là-dessus. Les gens sentent que leurs chevilles, leurs genoux
travaillent un peu plus, eh bien, ils vont prendre la position la plus facile. Lorsqu'on a eu la chance de pouvoir s'occuper du marché de Noël, pas cette année-ci malheureusement, mais l'année passée, on a mis l'accessibilité à la Grand Roue. Il y a 4 entrées, et dont certaines avec des marches. Enfin, non, toutes avec des marches. Et sur une, on avait placé des rampes. Quand il n'y avait pas trop de monde, eh bien, les gens préféraient faire la file sur nos rampes que de monter les 4-5 marches. Donc des gens qui n'avaient aucun souci. Et donc, quand on comprendra qu'au niveau de l'architecture, en faisant ça, les gens vont apprécier que... Enfin voilà, il faut conscientiser les gens que ça a un attrait au-delà du handicap. Ce n'est donc pas une surcharge, ce n'est pas une contrainte, quelque part, c'est quelque chose qu'il faut intégrer dès le départ dans une démarche, c'est ça que vous voulez dire? Dans la démarche de la construction, dans l'enseignement. Donc on avait fait un concours tout début de l'association entre différentes écoles techniques pour créer du matériel ou adapter du matériel. Et ces jeunes étaient volontaires, pas tous. Certains, de toute façon, adolescents sont dans leur crise, mais de manière générale, les gens, il faut juste les sensibiliser. Donc, un cours dans tous les enseignements devrait être pratiqué. On parlait des professeurs. Si déjà, dans l'enseignement, on expliquait les difficultés d'une personne en chaise roulante, d'un IMC qui va donc s'exprimer plus difficilement ou se déplacer plus difficilement, si on donnait des notions de tout cela dans chaque type d'enseignement, ce serait vite résolu. C'est toujours la question du regard dont on parlait tout à l'heure, effectivement. Le regard il faut porté sur le s'habituer. Il fut un temps où on se cachait. Il est temps maintenant de se rendre compte que voilà, ça fait partie de la société et qu'à partir du moment où on le voit, on l'intègre, à partir du moment où on l'enseigne, il sera vraiment intégré plus profondément. C'est sûr qu'on ne va peut-être pas changer la mentalité de tout le monde, mais certainement de beaucoup plus. Marie-Ange Van de Cadeler, on disait tout à l'heure qu'il y a des obligations qui pèsent sur les gens, obligations de procéder à des aménagements raisonnables. Mais est-ce qu'un des problèmes, c'est justement pas aussi que les lois, les règlements ne sont pas respectés et qu'il n'y a pas de contrôle non plus, ou pas assez de contrôle aujourd'hui en la matière? Oui, tout à fait. Par exemple, en accessibilité, il y a le QUATUP en région wallonne. Le QUATUP, donc c'est le Code wallon de l'aménagement du territoire. Oui, tout à fait, qui oblige les nouveaux bâtiments à être accessibles pour les personnes en chaise roulante, pour les personnes déficientes visuelles, etc. Et ce n'est pas systématique? Malheureusement, ce n'est pas systématique et on construit encore des bâtiments qui sont précédés de marches. Et donc là, ça, je trouve que c'est quelque chose qui est inacceptable à notre époque parce qu'on crée des obstacles, on crée de la discrimination. En fait, on crée la situation de handicap parce qu'une personne en chaise roulante qui est face à une entrée de plein pied, elle sera comme une personne valide, comme tout un chacun, tandis qu'une personne en chaise roulante ou des parents avec une poussette face à une entrée avec des marches, elle se retrouve en situation de handicap. Et donc ça, c'est vraiment une nouvelle approche. On voit que le handicap, au fait, est pas tellement lié à la personne, mais est situationnel. Dans certains contextes, ça va, et dans d'autres, ça va pas. Mais c'est vrai que maintenant, on ne peut plus tolérer que le neuf soit inaccessible. Et ça arrive encore beaucoup. Et ce serait très intéressant que la Belgique et la région wallonne, la région bruxelloise, etc., prennent des mesures et prévoient des sanctions lorsqu'on construit inaccessible. Le fait d'avoir adhéré à la Convention de l'ONU sur les personnes handicapées, est-ce que ce n'était pas quand même déjà une manière de se dire maintenant on va le faire, on va se donner ces moyens-là? Oui, c'est un engagement en tout cas de le faire. Et c'est vrai que l'ONU a quand même une pression, on va dire, sur la Belgique, mais maintenant il faut que la Belgique traduise cet engagement dans des actes, dans des mesures, dans des décrets, dans des lois, pour mettre concrètement en œuvre les droits des personnes handicapées. Christine Calapristi, vous confirmez cette situation? Il n'y a pas assez de contrôle, il n'y a pas assez de sérieux dans la manière de mettre en œuvre les différentes normes, règles qui existent? Il n'y en a pas assez, mais quand on fait la remarque justement au niveau des maisons communales, il faut un petit peu la sourde oreille. C'est ça le problème. Donc on a beau leur donner... Qu'est-ce qu'ils invoquent comme argument? À la base, c'est souvent les finances, où on n'a pas la place, on ne sait pas comment faire. Donc moi, étant dans le domaine, je leur explique un petit peu en donnant des conseils par rapport à l'accessibilité ou obtenir les subsides aussi. Mais malgré tout, ça fait 7 ans que je le fais pour ma commune, j'ai toujours pas d'élévateur. Il y a une part de mauvaise volonté, vous pensez? Oui. Tant qu'ils sont pas... Et pourtant, le bourgmestre a déjà été confronté, mais pour une courte période, donc il s'est fait porter par ses collègues, donc il ne s'est pas vraiment rendu compte de la difficulté. Pour lui, je dirais, ça a été peut-être un jeu de se faire porter, mais nous, devoir franchir les escaliers, devoir demander chaque fois qu'eux sortent par tous les temps, c'est même désagréable pour nous de devoir demander que le personnel sorte. Parce que, comme on dit, c'est le personnel qui sort, ce n'est pas le bourgmestre. Donc le bourgmestre ne se rend même pas compte qu'il y a chaque fois quelqu'un qui vient et qui doit en plus téléphoner pour prévenir parce que la sonnette est en haut des escaliers. Donc on ne sait même pas faire appel directement.
Anne de Thyn, vous seriez aussi demandeuse de davantage de sévérité dans le respect de ces règles, de ces normes? Je ne suis pas sûre que la sévérité va changer quoi que ce soit. Je pense que... C'est de la conscientisation davantage. Voilà, c'est ça, oui. C'est vraiment que les personnes se rendent compte de ce que c'est une personne à mobilité réduite. Enfin, même parfois, on a des personnes qui travaillent dans le milieu du handicap, mais ne se rendent parfois pas compte de ce que c'est au quotidien, de partir avec un bénéficiaire, par exemple, faire les courses. C'est un détail, mais aller faire ses courses, comment voulez-vous pousser la voiturette et pousser le caddie en même temps? Voilà, c'est un détail, mais parfois les gens, même qui travaillent dans le domaine, ne se rendent pas compte qu'aller faire des courses avec une personne qui est dans une chaise roulante, c'est très compliqué. Et donc, enfin, être sévère, je ne pense pas que ça va changer les choses, mais c'est, comme Frédéric dit, peut-être essayer, justement, quand on est dans des institutions, quand on doit tout développer pour mettre des choses en œuvre, pour pouvoir arriver à organiser une sortie, parfois on se décourage avant de partir parce que c'est assez fatigant. À souffler un peu, on est habitué et on se bat et on sort malgré tout. Mais c'est justement essayer de sortir un maximum avec les personnes handicapées pour que la société puisse se rendre compte que ça existe, qu'il y en a encore et qu'il y en a peut-être plus, où on devrait plus les voir. Eh bien justement, on va aller faire un petit tour du côté de Ciney. Une ville accessible, ça ne va pas de soi. Ciney, c'est un cas un peu particulier parce qu'il y a la proximité avec une grosse institution, l'IMS. Il faut dire que l'IMS accueille 350 résidents et qu'il est aussi le plus gros employeur de la ville. Pas surprenant dès lors que la ville de Ciney se montre accueillante ou plus accueillante peut-être qu'ailleurs. Il y a quelques jours, il y avait une marche sportive pour les personnes handicapées. Nous y étions. « 700 marcheurs dans les rues de Ciney, ça ne passe pas inaperçu. Surtout lorsque 2/3 d'entre eux sont des personnes handicapées qui ont de grandes difficultés à se déplacer. Pourtant, ça se passe pas mal dans les rues de la ville. Ici, pas d'obstacle infranchissable. Il est vrai que depuis longtemps, Ciney et l'IMS ont une histoire commune, de celle qui favorise la compréhension mutuelle. Pas plus tard que le week-end dernier, je rencontrais des parents qui ont aussi une fille handicapée qui habite dans la région d'Enghien, donc dans le Hainaut, et ils disaient tout le bonheur qu'ils avaient à se promener ici à Ciney, où la population est bienveillante, voire même très accueillante, et où tout est pensé pour la personne en situation de handicap, ou presque tout en tout cas. C'est la 17e année que l'IMS organise cette marche sportive. Le succès est au rendez-vous, les marcheurs viennent d'un peu partout. Vous avez vu que nous avons parcouru les routes de Ciney et des alentours, donc ça permet de prendre conscience de cette réalité dans la ville de Ciney, de pouvoir établir des liens et surtout de pouvoir montrer finalement à monsieur et madame tout le monde que ce sont des personnes qui ont des besoins fort semblables aux leurs. Elles ont besoin de se récréer, elles ont besoin de pratiquer une activité sportive, donc il y a beaucoup de bénéfices associés à ce genre d'événement. Ça se passe bien en fait à Ciney? Oui, ça se passe même très bien, quoi. Mais sauf quand on va en promenade, on a parfois des difficultés. Car même les rues pavées des meilleures intentions peuvent s'avérer piégeantes. Quand il y a des trous, là, je suis déjà tombée, donc je sais ce que c'est. Et je ne voudrais pas que ça arrive aux autres, quoi. Ce qui est très important à dire, c'est que le handicap, il est parfois simplement créé par notre mode de fonctionnement en société, où on ne fait peut-être pas toujours assez attention aux personnes handicapées. Une marche peut constituer un obstacle. Si vous aidez la personne handicapée voiturée à franchir la marche, le handicap n'existe plus. Il suffit de très peu pour que la situation bascule dans un sens ou dans l'autre. Un bout de chaussée, une petite rampe d'accès, un trottoir dégagé, pas grand-chose en vérité, mais à la fin, c'est la citoyenneté de chacun qui est en jeu. Anne de Thyn, quand on va à Ciney, est-ce qu'on peut dire que c'est une ville modèle en matière d'aménagement pour les personnes handicapées? Modèle, c'est pas parfait, mais c'est vrai que comparé à d'autres villes, c'est quand même pas mal. Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qu'il faut faire? À quoi faut-il porter l'attention pour que ce soit effectivement le plus facile pour les personnes handicapées? Qu'est-ce qui est le plus fondamental? Mais déjà, les trottoirs au niveau des passages pour piétons. C'est la base, ça, quand même. Hein. Oui, c'est ça, oui. Donc, par exemple, on a une autre ville commune où on sait descendre du trottoir pour traverser, mais on ne sait pas remonter sur l'autre trottoir avec une voiturette électrique. Donc, le bénéficiaire est obligé de rouler sur la route. Et donc, en termes de sécurité, ça pose évidemment des problèmes. Oui. Christine Calapristi, effectivement, les villes aujourd'hui, les communes dans notre région, mais plus largement, est-ce qu'elles sont bien équipées, bien aménagées? Non, il y a beaucoup de retard. Quand on compare certains pays, il y a beaucoup de retard.
comme elle disait justement, la difficulté, c'est si les trottoirs ne sont pas assez larges, même une chaise manuelle qui est plus étroite ne passe pas. Alors que c'est important de pouvoir circuler et de pouvoir tourner sur place et même avoir une personne à côté. Il y a des gens qui circulent avec un chien d'assistance. Donc si la chaise plus le chien doivent avoir la place sur le trottoir doit être large en conséquence. Alors, bien sûr, souvent, ce qu'on rencontre, c'est les poteaux au milieu du chemin, les pancartes de magasins ou de restaurants qui ne pensent pas justement que ça bloque le passage d'une chaise roulante ou d'une poussette ou d'une tribune. Marie-Ange Candelard, est-ce que ce n'est pas la base? Est-ce que ce n'est pas les communes qui doivent justement, quelque part, donner l'exemple par leurs aménagements? Oui, tout à fait, parce que les communes, elles ont la proximité avec le citoyen. C'est un peu la vie de tous les jours, c'est elles qui ont le plus d'implication. Les trottoirs, elles peuvent sensibiliser les commerçants, etc. Donc, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire au niveau des pouvoirs publics. Donc, c'est de montrer cet exemple, parce que comment demander à un commerçant de rendre accessible son commerce si le trottoir pour y parvenir ne l'est pas? Même chose il y a un effet d'entraînement aussi, quelque part. Bien les sûr. commerces s'adaptent quand les communes sont déjà elles-mêmes en avance. Oui, et d'ailleurs, une commune accessible va attirer des personnes en situation de handicap. Puis, les personnes en situation de handicap, ce sont aussi des clients. Et donc, les commerçants vont rendre leur commerce accessible. Il y a vraiment une chaîne positive de l'accessibilité qui peut se mettre en place, mais il faut commencer quelque part. Et c'est vrai que l'échelon local est vraiment un échelon important. Frédéric Léjoie, vous me disiez en préparant l'émission, ça tient parfois à une personne. Oui, tout à fait. Donc, dans notre commune, là où on est basé, à Woluwe-Saint-Pierre, en fait, on a un responsable des travaux qui est vraiment très sensible à ça et qui donc a motivé les ouvriers à faire des inclinaisons progressives à la fin de chaque trottoir. Donc, les échevins l'ont soutenu, etc. Mais c'est vraiment lui qui est derrière tout ça et qui va, disons, au contact des ouvriers, expliquer ce qu'il faut faire ou pas faire, etc. Donc, si on a une personne motivée au bon endroit, on peut avoir quelque chose. Si on a un bon échevin, mais qu'on n'a pas un bon responsable des travaux, ça ne va pas. Donc, on ne peut pas accuser que les politiques. Là, de temps en temps, je vais aussi casser du sucre sur les politiques. Mais dans certains cas, ça va aussi à d'autres niveaux. Donc, il faut sensibiliser les ouvriers, il faut avoir un responsable sensibilisé. Et évidemment, il faut quand même un échevin qui appuie tout cela, bien entendu. Christine Calapristi, il y a pas mal de communes dans lesquelles il y a des commissions consultatives des personnes à mobilité réduite ou des personnes handicapées ou avec un handicap. C'est une bonne idée, ça peut faire changer les choses, ce genre de choses? C'est une très bonne idée parce qu'on est confronté, donc, pas seulement à la personne en chaise roulante, mais tout type d'handicap est présent. Donc tout type d'handicap présente sa difficulté dans la ville et là on peut en parler au niveau de la commune, au niveau donc, de l'échevin. On rencontre régulièrement, donc on fait régulièrement des réunions donc de consultation avec les échevins concernés par rapport au type d'aménagement qui doit être fait. Même pour l'enseignement, donc là on rencontre les enseignants, on rencontre les directeurs d'école pour voir ce qui est possible au niveau de l'intégration des enfants. Donc sans devoir spécialement faire énormément d'aménagements. Il faut déjà que la personne, donc les échevins, les enseignants soient d'accord sur l'objectif. Ça peut jouer un rôle d'intermédiaire, ce type aussi de structure. Ça peut permettre de pouvoir arrondir les angles parfois aussi. Oui. Et une fois qu'on a donc un compromis donc, au niveau donc, des échevins et du bourgmestre, là on peut dire voilà, on aurait besoin de tel aménagement et c'est à eux donc à nous dire voilà par rapport au budget, c'est faisable ou pas. Mais il y a d'autres possibilités derrière pour avoir des subsides et pouvoir aménager. Et ça, il y en a partout, des conseils consultatifs aujourd'hui, ou bien ça manque encore parfois? Il y a très peu de communes, il y a très peu de communes, oui. Ils ont signé, la plupart des communes ont signé la charte donc de la commission accessibilité, donc ils sont d'accord sur l'objectif, mais comme il n'y a pas de conseil consultatif, il n'y a personne derrière pour surveiller et vérifier. Ou bien les bureaux sont au deuxième étage, qui est aberrant. Pour une personne justement qui a une mobilité réduite, déjà elle doit pouvoir franchir le premier étage qui n'est pas accessible, et le deuxième étage encore moins. Anne de Thyn, vous pensez vous aussi que c'est quelque chose qu'il faudrait davantage inciter les communes à réaliser, ce genre de structure? Oui, mais il faut inciter, ça c'est sûr, mais tenir compte de ce qui est dit. Parce que si c'est juste pour entendre les personnes revendiquer ou mettre le doigt sur ce qui ne va pas, et puis à la fin remettre tout dans un tiroir et ne rien ressortir, alors ça ne sert à rien. Marie-Ange Candelard, est-ce qu'il y a moyen de faire en sorte que les communes soient obligées, les communes, voire éventuellement les autres niveaux de pouvoir, soient obligées, quelque part, de mettre en place ce type de structure? Oui. C'est pas un objectif, ça, qu'il faudrait poursuivre? Oui, le législateur wallon pourrait imposer aux communes qu'elles mettent en place une commission consultative des personnes handicapées. Il y a déjà, je pense, des incitants au niveau du Code de la démocratie locale, parce
ils structurent un petit peu ça, mais c'est vrai que ce serait très intéressant et ce serait vraiment dans la lignée de la Convention des Nations Unies qui dit bien « rien sur nous sans nous ». Donc toutes les mesures qui concernent les personnes handicapées, la Convention invite vraiment les autorités à consulter les personnes handicapées, les associations qui les représentent, et en matière d'accessibilité aussi les associations expertes en accessibilité. Ça, c'est un principe auquel les autorités publiques sont tenues de se conformer. Rien sur nous sans nous, c'est Oui. quelque chose qu'il faut mettre en place vraiment. Tout à fait. Il faut que pour chacune des décisions politiques, elles pensent à consulter, qu'elles réfléchissent aux impacts que ça peut avoir sur la vie des personnes handicapées. C'est ce qu'on appelle le handi-streaming. Donc chaque mesure, chaque décision est regardée à la lumière de la Convention. Quel impact ça peut avoir, etc. C'est vraiment quelque chose qui est vraiment un principe fondateur de la Convention des Nations Unies. Et aujourd'hui, actuellement, en Belgique, on n'est pas en mesure de répondre à cette exigence-là. On n'a pas assez mis de moyens pour pouvoir y répondre. On a mis des moyens en place, ça existe déjà au niveau régional. Il y a une commission wallonne des personnes handicapées qui consulte, que la région wallonne consulte régulièrement, mais je pense que ce n'est pas assez systématique et on n'y pense pas assez. Et comme disait madame, en fait, parfois on consulte, mais on oublie de prendre en compte les avis. Et ça, c'est un peu dommage parce que chacun perd son temps. Et donc, il faut consulter, mais bien consulter, jusqu'au bout. Il y a toutes les étapes d'un projet. Par exemple, en accessibilité, c'est dès le départ qu'il faut penser à l'accessibilité, à consulter les personnes handicapées, à veiller à ce que toutes les catégories de personnes à mobilité réduite soient bien représentées. Et cela jusqu'au bout, jusqu'au chantier, jusqu'à la réception finale. Donc c'est vraiment une consultation systématique qu'il faut faire. Frédéric Léjoie, dans vos activités, comment vous faites justement pour tenir compte de la vie des utilisateurs, des usagers de vos différents services? Bon, déjà, je suis kiné je suis kiné, je ne travaille pas pour la SBL, donc j'ai des personnes au quotidien qui me parlent de tout ça. Et dans la force des choses, on a rencontré un tas de gens avec qui on discute et donc qui nous posent qui nous posent des questions, qui nous parlent de leurs problèmes. Et donc c'est au fur et à mesure qu'on a un peu établi nos propres règles, si je puis dire. C'est pas forcément en suivant une législation, c'est plutôt avec une logique directe avec les gens. D'accord. Anne de Thyn, si vous deviez, au terme de cette émission, pointer peut-être des priorités aujourd'hui en la matière, en termes d'accessibilité, vous mettriez l'accent sur quoi aujourd'hui? Sur deux choses, sur l'école et le loisir. Et à l'école en particulier, ça veut dire que les écoles soient systématiquement rendues accessibles pour toutes les formes de handicap, ou bien qu'elles puissent s'adapter quand il y a une problématique qui se pose pour un enfant? Mais de toute manière, le handicap, il faut toujours s'adapter au cas par cas, parce qu'un handicap, quelque chose qu'on met en place pour une personne handicapée ne va pas nécessairement convenir à une autre personne. Donc déjà au niveau de l'accessibilité, au niveau des bâtiments, c'est sûr, mais alors l'accessibilité au niveau de la scolarité, ça aussi, c'est un long travail parce que c'est chaque fois en fonction de telle ou telle personne. Et alors le loisir, parce que toute personne qui a un handicap a droit à pouvoir faire du sport, à pouvoir faire partie des stages pendant les congés scolaires. Et donc parfois il y a des portes qui se ferment parce qu'on a peur de la différence. Par contre, heureusement, il y a des super partenaires qui justement se lancent des défis. Ils disent « Ah ben oui, nous on veut bien être partenaire avec vous pour ouvrir nos stages justement au milieu de la différence. » Et là, c'est une question de citoyenneté quelque part aussi qui est en jeu. Oui. C'est de pouvoir avoir accès à tous les services, à tous les droits auxquels une personne peut prétendre, c'est ça? Tout à fait, oui. Christine Calapristi, est-ce que vous avez, vous aussi, des choses qui vous semblent plus fondamentales, plus essentielles que d'autres à mettre en avant? Le loisir en priorité, ça c'est parce qu'on a le droit de sortir, de vivre de chez soi, rencontrer les gens, avoir une vie sociale. C'est important de ne pas rester enfermé chez soi. Une des questions qui se posait, et on l'a vu pendant notre reportage au gîte de Chocnay, c'est que là-bas, effectivement, tout est en ordre, tout est parfait, presque parfait en tout cas. Il n'y a pas vraiment beaucoup de difficultés pour les personnes à mobilité réduite. Par contre, dès qu'il s'agit de faire une excursion dans la région, eh bien, ça demande effectivement toute une préparation parce qu'on ne trouve pas, parce qu'il n'y a pas assez de lieux adaptés. Comment pourrait-on arriver à créer des chaînes comme ça qui feraient en sorte que de A jusqu'à Z, tout soit effectivement accessible? Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer comme type de... Mais il y a un site internet qui a été créé par l'APCube où justement ils invitaient toute personne qui allait dans des endroits publics ou dans des endroits de loisirs. Il y a une fiche technique, on la teste, on la remplit et on la met sur le site. Je pense qu'il n'est pas très à jour et qu'il n'est pas très consulté, mais en tout cas, ça pourrait être aussi une base de travail de se dire, toutes les personnes qui travaillent dans le milieu du handicap, on devrait chaque fois qu'on va à un endroit remplir cette fiche et nourrir ce site internet qui permettrait justement à tout un chacun
de trouver des endroits. Par exemple, j'habite près de Ciney, je ne connaissais pas du tout le gîte adapté à Conneux. Donc c'est la preuve qu'il y a aussi un problème de communication. Et ça, c'est intéressant, ça veut dire, Mme Van de Cadelaar, qu'on pourrait faire aussi du signalement positif, qu'il ne faut pas se situer uniquement sous l'angle du signalement négatif d'un problème ou d'une discrimination qui se pose, mais qu'on pourrait aussi peut-être favoriser ce qui se fait de bien. Tout à fait, mettre en évidence les bonnes pratiques, en faire la publicité, montrer que c'est possible et que ce n'est pas toujours très coûteux. Et vraiment informer le grand public, informer les personnes en situation de handicap. C'est vraiment important que les gestionnaires qui ont mis quelque chose en place le communiquent parce qu'il y a vraiment des clients qui sont demandeurs. Je pense que le gîte à Conneux connaît un succès énorme et c'est vraiment la meilleure des publicités qu'on peut faire pour l'accessibilité. C'est montrer, ben voilà, là ça a été possible et c'est un grand succès et c'est rentable l'accessibilité. Donc oui, surtout communiquer, c'est très important. En termes de petits pas comme ça, en termes de petites étapes positives qui peuvent s'accumuler les unes aux autres, votre projet, Frédéric Légeois, c'est quoi à terme, après la Vaux-Sainte-Anne? L'idée, c'est que, on fait nos essais cette année, on va encore en faire certainement l'an prochain, et de faire pour 2017 un calendrier complet. C'est-à-dire que pendant 20 semaines, qu'il y ait autant de festivals, enfin un festival par semaine, ça dépend un peu des calendriers, mais en tout cas un château par semaine, voire 2, voire 3, en fonction de l'impact de ces premiers essais, des coordinations qu'on va pouvoir faire avec des associations, parce que l'idée c'est justement de travailler en synergie avec plus, comme je disais pour le matériel pour nous, on essaye de travailler avec d'autres associations pour finalement faire un plus gros événement, mais pas tout seul. C'est-à-dire qu'on peut coordonner et que chaque semaine, il y ait des activités inhabituelles qui deviendraient habituelles. Faire réseau, quelque part. Voilà. Et vous irez visiter les châteaux, les lieux qui seront rendus accessibles comme ça, oui? On essayera tant qu'on est libre. Eh bien, nous arrivons tout doucement au terme de ce débat. Merci à chacun de mes invités. Merci aussi de l'avoir suivi Faut qu'on parle. N'hésitez pas évidemment à visiter le château de la Vaux-Sainte-Anne tout ce week-end. De quelle heure à quelle heure? Il est ouvert, je pense, toute la journée. De 10 à 18 heures. Voilà, excellente soirée et à très bientôt.